Bonjour tout le monde. Donc moi je suis venu vous parler de un peu pourquoi, mais beaucoup plus de comment nous avons fait un nouveau cluster. Donc quand je suis arrivé chez Criteo, c'était tout de suite la fête. On m'a présenté la nouvelle équipe euh, et la fête a continué sur la plage. Bien entendu, comme vous entendez, je ne suis pas francophone. Tous les autres membres de l'équipe sont des francophones. J'étais donc choisi pour venir vous présenter notre travail en français ou quelque chose qui s'y ressemble. Donc voilà, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le cluster. C'était déjà assez grand. Vous avez tous les chiffres là-bas. Il y avait quelques problèmes. C'était toujours en CDH4, mais c'était en CDH4, mais CDH5 n'était pas encore sorti. CentOS 6, ça va à l'époque. La salle commençait à être pleine. Mais le vrai problème, on n'en avait que un. On n'avait pas de sauvegarde. On avait quelques données stockées sur EasyOne, mais les vraies sauvegardes de nos 39 pétaoctets, on n'en avait pas. Donc, je me suis dit, tout le monde se disait, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Pour Criteo, nos données, c'est notre son. On ne peut pas les perdre. Il faut pouvoir écrire à tout moment dans HDFS. Le name node ne doit pas partir en safe mode. Et on doit pouvoir calculer. On a des flux qui arrivent de partout dans le monde. On a 3 jours de tampon. On peut vivre peut-être 3 jours par justesse sans pouvoir copier ces données dans HDFS. Par contre, la facturation, premier jour du mois, il faut que ça se fasse. Il faut que les données soient exactes. Sinon, ça va mal. Criteo, il fait de la pub sur Internet. On a des modèles qui nous permettent de choisir dans quelques dizaines de millisecondes si on veut afficher un pub à quelqu'un, puis quel pub, quel produit. Ces modèles doivent être sont normalement renouvelés tous les 6 heures. La limite maximum, c'est 24. D'accord. Donc, on a vraiment quelque chose avec des données importantes et des calculs importants. Importants dans le sens critique. Bien entendu, avec HDFS, chaque bloc est répliqué sur 3 machines différentes dans 2 racks différents. C'est déjà ça. On perd des disques tout le temps. On perd des machines tout le temps. On fait revenir les machines. On remplace les disques. Mais si le centre de calcul devait prendre feu, on n'a plus de données. Si quelqu'un fait un RM mal placé, c'est mal. Donc, j'ai vu des gens, toujours en période d'essai, faire des commandes qui ressemblent à ça. Et je le dis doucement, doucement, car une autre commande qui n'est pas très, très différente, mais l'impact est différent. Vous voyez bien la différence entre ces deux commandes-là. Le premier nous fait un peu d'espace sur nos routes FS. Le deuxième efface toutes les données du cluster dans une seule commande. Donc, avec un espace. Donc, c'est bien de penser peut-être à des sauvegardes. Donc, on a pensé à un moment copier donc c'est 39 pétaoctets bruts. Donc, OK, donc on a dizaines de pétaoctets. C'est pas tant que tout ça. On veut peut-être le copier dans le cloud. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en plus, si on a besoin de recharger notre HDFS avec ces données, ça va prendre vraiment trop de temps. Et en plus, les données, c'est pas tout. Il faut calculer avec ces données. Et donc, on a à peu près, on a presque 30 000 threads dans notre serveur, et ça, on ne trouve pas comme ça. Je ne sais pas qui a écouté mon N+3 et son frère jumeau tout à l'heure. Donc, ils ont expliqué, ils ont fait des calculs savants. C'est trop cher. Et en plus, on s'amuse. Donc, voilà. Donc, on a décidé, on a besoin d'un nouveau cluster pour protéger les données, pour protéger les calculs si le premier cluster prend feu, et pour pouvoir agrandir, que comme déjà été dit, notre première salle est pleine. Si on veut plus de calculs ou plus de données, il faut un nouveau cluster. Je commence à voir des jolies photos. Donc ça c'est une photo de notre nouveau cluster. On a aussi ce problème qui se pose maintenant. On est toujours en CDH4. On veut passer à CDH5.
On a hésité de le faire en place, mais à notre échelle, ce n'est pas facile. Notre FS Image est très grand. Le management a peu d'un coupure de traitement des données trop long. Donc, on a décidé un nouveau cluster sur profil. Donc, on va profiter de la mise en place de nouveau cluster aussi pour passer à CDH5. J'ai déjà parlé de CentOS 6, ce sera bien d'avoir CentOS 7. On ne va pas faire ça pour le nouveau cluster, car il ne faut pas tout faire en même temps. On va parler d'autres choses qu'on va changer. Donc déjà, CDH5, c'est bien. CentOS 7, j'espère qu'on va redémarrer l'ancien cluster dans CentOS 7. Croisons les doigts. Donc, on a dit un nouveau cluster. Un cluster secours, non. On veut avoir 2 clusters qui travaillent. Ce matin, on a parlé de MetMet, mais c'est plutôt MetEsclave que les données arrivent dans un des clusters, qui est le cluster principal. Les jobs essentiels s'exécutent sur le Met. Les autres jobs sont distribués sur les deux et on copie des données un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va... une petite parenthèse. L'idéal est que les 2 clusters soient vraiment indépendants. Donc, on a mis en place une indépendance géographique. Le premier cluster est à Amsterdam, le nouveau est à Pantin. Mais on n'a pas complètement réussi à les rendre indépendants, puisqu'on a dans l'infrastructure, c'est du code chef, j'imagine comme tout le monde. Mais c'est le même code chef. Donc, quand on veut faire un rollout de nouvelles versions d'un cookbook, faire des réglages, il faut faire attention de faire un rollout sur un seul cluster, pas sur les deux en même temps, que si on se trompe et le rollout fait en sorte qu'on reformate les disques, ça serait vraiment dommage de reformater les 2 clusters en même temps. Et voilà, on a une dissertation. Donc, on a aussi le même problème pour les DevOps. Ce sont les mêmes. Donc voilà, c'est un problème qu'on n'a pas tout à fait résolu. Est-ce qu'il faut avoir 2 équipes de DevOps? Voilà, on ne sait pas. Mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Et cette fois-ci, on fait des choses très différemment. Le premier cluster, c'était un POC. Quelqu'un dit, OK, on va faire des choses avec Hadoop. On fait des choses avec Hadoop, c'est bien, on ajoute des machines, on ajoute des services, des usages, des données. Et magiquement, sans que personne se rende compte, il est devenu critique. D'accord? Mais cette fois-ci, on veut faire différemment. On sait que Hadoop est important. Hadoop a justifié l'achat de plus de 1000 data nodes, donc on sait que le nouveau cluster va commencer grand. On sait que ça vaut la peine et il va continuer à grandir. Donc, la première étape, c'est d'avoir un nouveau cell machine. On voit l'âge. Le cell machine, juste pour Hadoop, c'est 5000 machines. On ne va pas commencer avec 5000, mais la capacité est 5000. Le réseau est prévu pour 5000 machines. Réseau non bloquant. Donc, tous nos nœuds peuvent crasher à pleine vitesse et le réseau va nous suivre. Tous nos nœuds ont connecté 10 gigabits. Pour le moment, on a un seul câble 10 gigabits, mais on hésite de brancher le deuxième. C'est un réseau niveau 2, un topology cluster. On en a parlé ce matin, donc je ne vais pas en parler plus, mais vraiment, on commence petit, mais on a déjà prévu, les salles existent, les salles sont vides. Jusque-là, Hadoop était sur des machines HP. Voilà, peut-être c'est le moment d'imaginer de changer. Donc, on a fait un appel d'offres. On a eu 3 réponses, 3 boîtes qui voulaient vendre la machine pour faire Hadoop. Donc, on a acheté 3 clusters de Dino. Donc, ça nous a donné des choses pour tester. Donc, voilà, c'était des 3 clusters tout à fait corrects. Et on les a fait travailler. On voulait tester le bon pass en disque, le bon pass en réseau. On a fait des teragènes pour saturer les disques. On a fait d'autres teragènes pour saturer le réseau. On a fait des terasort pour faire calculer. Les différences entre des machines en termes de vitesse et calcul n'étaient pas très importantes. On
on a éliminé un des constructeurs puisqu'il a fait l'erreur de nous avoir livré 4 disques qui ne marchaient déjà pas. C'est jamais bon signe. Sur le même constructeur, d'autres disques sont tombés en panne. Et en plus, ces machines utilisaient 20% plus d'électricité que les autres. Donc, c'est facile. Après, il restait 2, donc on a choisi le plus dense, c'est-à-dire le plus de disques, et le moins cher. On est parti en Chine. Donc maintenant, on va commencer à faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On va mélanger le matériel. On a d'HP dans le centre de données existant. On a de Huawei dans le nouveau. On a aussi d'autres clusters de pre-prod qui mélangeaient déjà. Je crois qu'on va aussi avoir de Huawei et d'HP dans le nouveau data center, car certains fournisseurs, voilà, les prix changent, donc les choix changent. Tout ça, c'est un investissement de temps dans les cookbooks, un chef, dans juste la mise en place des procédures pour gérer les différents constructeurs. Mais ça nous donne une liberté à chaque commande de choisir des machines les moins chères, les meilleures, etc. etc. D'accord? Donc maintenant, le vrai travail commence. Les nouvelles machines arrivent. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos des Huawei. Ce sont des HP dans le précédent data center, mais ça donne une idée des problèmes. Voilà, les équipes hosting, les racks, on les configure avec nos recettes chefs qui sont tous bien au chaud dans Git. Une chose qui est un peu spéciale chez nous, c'est que toutes nos machines sont diskless. Donc ça veut dire, c'est un peu bizarre pour Hadoop d'être diskless. Ça veut dire que le système est installé en RAM. Chaque fois qu'on allume une machine, il récupère une image et il réinstalle complètement en mémoire. D'accord? Donc pourquoi on fait ça? Ça nous assure que à chaque reboot, on a convergence totale avec ce qui est dans Chef. Ça nous oblige, ça nous pousse plutôt à ne pas faire des opérations manuelles quand on sait qu'elles seront perdues au prochain reboot. C'est dans une densité maximale de stockage. On n'a pas besoin de réserver d'emplacement pour des systèmes. Et ça nous pousse à mettre des journaux, des logs sur des serveurs de journaux où ils peuvent être analysés plus facilement, qu'il n'y ait justement pas de place sur la FS qui est en mémoire. Il y a des désavantages. Les reboots sont plus longs. Au lieu de juste lire le disque et rebooter, il faut faire un réinstall en mémoire. Peut-être surtout, on a besoin de plus d'infrastructure en reboot. Donc si un rack tombe en panne, pour que le rack remonte, il faut que le serveur chef marche, il faut qu'on puisse récupérer des RPM, etc., etc. On perd 3 gigaoctets de mémoire pour le rootfs. OK, c'est dommage, mais voilà. Et peut-être encore plus grave, c'est vraiment spécifique à notre deploiement d'Hadoop. Et personne d'autre chez Criteo le fait, qui fait un peu de travail supplémentaire pour les équipes, pour les autres équipes. Voilà, donc maintenant nous avons notre nouveau cluster. On en a 700 nœuds qui sont là. Maintenant, il faut tester. Avant, on testait pour choisir entre les différents fournisseurs. Maintenant, il faut vraiment tester que notre cluster marche. Donc, on fait des petasorts, comme maintenant on a 700 nœuds. Les name nodes plantés, c'était dommage. Donc, en effet, il y a un bug dans le noyau. Donc, il fallait mettre à jour le noyau Linux. Donc, voilà, on décide de faire un rolling restart. On n'est pas encore en prod, mais on va faire comme ci. Donc, on va rebooter rack par rack. On va faire en sorte qu'on a 2 name nodes, on fait un puis l'autre. On a 2 resource managers, on fait un puis l'autre. C'est un vrai test. C'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire. À un moment ou l'autre, on va vouloir mettre à jour les firmware, mettre à jour le noyau. Il y a plein de raisons pour pouvoir redémarrer les serveurs, tous les serveurs, et on veut pouvoir le faire sans coupure de service. Et ça a aussi validé nos recettes, nos recettes qui ont été utilisées pour créer le cluster, c'était étape par étape, qui est très différent que de rebooter la machine et tout doit marcher la première fois. Donc c'est c'est une validation et un entraînement. On continue.
on continue, maintenant, ça plante plus, mais on veut que ça aille plus vite. Donc, on fait des jobs. On n'écrit pas beaucoup de jobs, on écrit plutôt beaucoup de blocs. Mais voilà. On adapte la configuration à notre échelle. On avait déjà une idée de ce qu'il fallait faire, qu'on avait déjà un très grand cluster en CDH4, mais il fallait faire des réglages pour CDH5. Une des choses qu'on devait faire, donc notre namenode, il fallait le passer à 152 gigaoctets pour notre très très grand nombre de blocs. Et il fallait aussi augmenter le bande passant pour les checkpoints. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a des disques qui tombent. Donc au moins on dit, c'est un peu normal, les disques tombent en panne, surtout sur les disques 109. Mais en effet, on a fait changer les disques qui ne marchaient plus. Et le fournisseur dit, mais en effet, ces disques marchent. Donc, on commence à se gratter la tête. Je fais un power-off de quelques nœuds. Quand je rallume, les disques remarchent. Un reboot n'était pas suffisant, mais un power-off, oui. J'ai fait enlever à distance quelques disques, ça suffisait aussi. Donc, je prends mon vélo, je vais à Pantin, j'entre dans la salle machine, j'identifie les pressants machines qui avaient des disques qui ne marchaient pas. J'identifie le bon disque, je les ai retirés et je les remets. C'est bien d'avoir un contact physique avec son data center, mais je ne veux pas y aller trop souvent quand même, c'est loin Pantin. Mais ça c'est intéressant qu'un taux de panne de 1%, c'est pas gênant. Mais ce qui est gênant, que ces disques ne sont pas vraiment en panne. Qu'est-ce qui se passe? Le disque a un problème de temps en temps, la carte RAID a un problème de temps en temps. Voilà, il y a des inconnus. Donc, on est en train de travailler avec le constructeur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces disques. Est-ce qu'ils sont vraiment en panne? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut mettre à jour le firmware de ceci, le firmware de cela, rebooter l'autre? On ne sait pas, mais on travaille avec le constructeur. Il faut collectionner des statistiques. Quels sont les disques qui plantent? Un disque que j'ai retiré et remis, est-ce qu'il va replanter ou est-ce que c'est un autre disque qui va replanter? Mais voilà, comme j'ai dit, on ne panique pas. Si vous avez beaucoup de machines et beaucoup de disques, forcément, les choses vont tomber en panne. Sur notre ancienne machine, sur notre HP, on a quand même des cartes RAID qui tournent à 90 degrés. On avait beaucoup de pannes au début qui manquait un ventilateur, on a rajouté le ventilateur, donc il faut être prêt à avoir des erreurs. D'accord? Ça prend du temps. Il faut les pousser jusqu'au bout pour comprendre l'erreur et le régler, mais il ne faut pas paniquer. Et bien entendu, c'est compliqué puisqu'on n'a jamais travaillé avec Huawei avant. Et puisque nous avons beaucoup de machines qui travaillent beaucoup, si ils ont des problèmes, on va les voir. Les problèmes qui arrivent que de temps en temps, ou presque jamais pour quelqu'un qui a 2-3 machines, puisqu'on a 700, qu'on les fait travailler tous les temps, on va avoir tous les problèmes. Donc, ça intéresse les constructeurs qu'on teste à fond les machines et donc on trouve tous les problèmes et ça va les aider à les régler. Mais nous, on doit comprendre, on doit chercher des solutions, des allers-retours, ils viennent nous voir, moi je vais dans le data center, etc., etc. On doit être prêt à faire des reboots. Donc, et ça, c'est pas évident de faire un reboot d'un cluster sans couper le service. Il faut former les ops, il faut qu'ils savent gérer des HP maintenant. Maintenant, il faut les former à gérer des Huawei, comment changer les disques, etc., etc. Il faut mettre en place des stocks de pièces de rechange. Il faut savoir, OK, on a tant de disques qui ne tombent par mois, donc il faut avoir combien de pièces de rechange. Maintenant, on a un cluster qui marche, donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut commencer à l'utiliser vraiment. Donc, des clients vont arriver et nous allons commencer à ramer. Pas vraiment, quand même. Première étape, il faut copier des données. On a, comme ça s'est dit tout à l'heure, il fallait copier presque 10 pétaoctets. On avait 2 liens de 10 gigabits, donc voilà, ça tourne. On l'a mis en place et malheureusement, le prod ne marchait plus. C'est dommage. C'était quoi le problème? Le problème est que le trafic pour la copie et le trafic du prod pour contacter la base de données passaient par le même routeur. Donc, vous voyez ce joli dessin. On a le routeur qui est dans notre nouveau DC, le DC1. Donc, les paquets qui passent entre notre nouveau DC
et le DC3. Non, je suis en train de me tromper, désolé. Le DC1, c'est notre DC existant. Donc, le travail, donc on est en prod, c'est le DC1, mais le prod doit aussi parler avec le DC3. On a mis en place le copy qui va entre le DC1 et le DC2, et malheureusement, ce trafic-là va passer sur le même routeur qui est utilisé pour le prod. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un pet de paquet, c'est normal. TCP doit indiquer qu'il ne peut pas, il y a un problème. Le lien saturé, il doit indiquer ça avec un drop de paquet. Le problème est que le drop de paquet a un impact aussi sur le trafic entre DC1 et DC3. Donc, on a essayé de régler ça en faisant du traffic shaping. Donc, sur tous nos nœuds de prod dans le DC1, c'est sur le cluster existant, on a utilisé TC pour limiter le nombre de paquets qui pourraient être envoyés vers le DC2, pour essayer de faire la limitation de trafic nous-mêmes, pour ne pas saturer le lien entre DC1 et DC2, pour qu'il n'y ait pas de drop de paquets. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre travail. Donc, dès que le réseau pouvait, eux, ils ont réglé ça correctement, ou autrement, en mettant en place un nouveau routeur. Donc, on pouvait arrêter le traffic shaping sur nos data nodes en prod. On pouvait générer le plus de trafic possible. Et le pet de paquet arrive maintenant sur le nouveau routeur, donc qui n'est pas sur le chemin entre DC1 et DC3 et les données de prod. Maintenant, on a deux clusters. On a toujours toutes ces données, 40 téraoctets de données qui arrivent par jour, qui doivent alimenter les deux clusters. Donc, comme on le fait, il y avait deux choix. On aurait pu le faire en L ou en Y. Ça veut dire quoi de le faire en L? Les données arrivent de l'extérieur, ils vont dans un cluster, après, ils vont dans l'autre. Ça, c'est L. En Y, on aurait eu des flux qui partent du Japon, par exemple, qui vont directement vers les deux clusters. On a décidé de le faire en L, car ça évite de surcharger les liens qui viennent du Japon, par exemple, qui viennent des États-Unis et de la Chine. Car si on avait voulu alimenter les deux clusters en parallèle, on aurait eu à doubler la taille de nos liens internationaux, ça coûte très cher. Et en plus, il y a un traitement par Kafka qui fait en sorte qu'on n'aurait peut-être pas eu exactement les mêmes données dans les deux data centers. Donc, ces deux raisons nous ont poussé d'alimenter nos data centers en L. Donc, ça veut dire que c'est vraiment maître et esclave. Les données vont dans le maître, après ils sont copiés vers l'esclave. Donc, voilà. Donc, nous avons fait notre travail. On a un cluster qui marche. On a copié des données de base. Les nouvelles données sont en train d'entrer correctement dans les deux data centers. Maintenant, il faut convaincre les utilisateurs d'utiliser le nouveau cluster. Donc, on a 700 nœuds, tout va bien. Voilà, ils ont dû prendre en compte le passage de CDH4 à CDH5, mais ça, c'était facile. Nous avons eu quelques problèmes opérationnels au début. On était toujours en train d'apprendre à gérer ça, à faire des reboots, de mettre à jour le noyau et tout ça. Donc, notre cluster marchait pas à 100% au début. Maintenant, ça marche à 100%. Les nouveaux arrivants étaient ravis. Donc, peut-être ils avaient quelques problèmes de stabilité, mais ils avaient tout un cluster eux tout seuls. Donc, ils étaient ravis. Et maintenant, il faut les convaincre tout le monde de transférer vers le nouveau cluster. Quand on veut arrêter l'ancien, on veut le mettre à CDH5, peut-être à CentOS 7, et le redémarrer. Donc, les questions qu'on est en train de se poser maintenant, c'est vraiment de distribuer des jobs entre les deux clusters, de copier des données entre les clusters au bon moment, sans saturer des liens, sans avoir d'impact sur l'autre trafic de prod qui sont sur les mêmes liens ou qui passent par les mêmes routeurs. Et ça, c'est un travail qui n'est pas encore complètement terminé. Un autre
grande tâche à terminer, c'est de gérer et de tester la différence de cluster maître. Donc, automatiquement, il faudra basculer l'alimentation de données du cluster maître qui vient de tomber en panne vers le cluster esclave. Il faut lancer des jobs essentiels sur le nouveau maître. À ce moment-là, notre capacité de calcul aurait été coupée en deux. Donc, il faut arrêter des jobs non essentiels. Il faut discuter avec les développeurs et les BI pour leur dire, voilà, on a maintenant beaucoup moins de capacité. Donc, pour faire tourner des jobs non essentiels, ça va être difficile. Donc ça, on n'a pas encore mis en place et on ne l'a pas encore testé. Donc, actuellement, pardon, il y a un selfie là, je ne sais pas pourquoi. Actuellement, on a 5 clusters de prod, on a 2 clusters de pre-prod, on a un mélange de CDH4 et de CDH5, on a presque 2000 data nodes, on a presque 100 pétaoctets d'espace disque, nous avons beaucoup de travail et on aimerait que les gens viennent nous aider. Avez-vous des questions? Ah oui, juste pour terminer sur cette photo, ça c'est la terrasse de notre bureau. Donc les entretiens d'embauche sont de temps en temps sur la terrasse et très souvent il y a une visite sur la terrasse dans votre première visite. Et on voit vraiment le Sacré-Cœur comme ça et on déjeune sur la terrasse. Donc c'est vraiment cool. Paris 9e, hautement recommandé. Et à part ça, d'autres questions? Oui. Ouais. On fait ça en place, on fait ça en pre-prod, on regarde et on fait ça en prod. Donc c'est vraiment les mises à jour majeures qu'on a toujours fait au moment où on crée un nouveau cluster. Le passage de CDH3 à CDH4 était fait au même moment. On était en train de créer un nouveau cluster. On a profité pour faire la mise à jour majeure à ce moment-là. Donc, on a fait ça nous-mêmes avec DCP. Ça, c'est pas évident car il faut pas que les DCP, qu'un DCP va faire beaucoup de connexions, créer beaucoup de mappers. Donc, c'est un travail qui n'est pas terminé, qu'on continue à faire de monitoring. Mais c'est quelque chose, ça c'est une partie qui est toujours en train de se mettre en place. D'accord? On copie tout le temps, même maintenant, on synchronise avec DCP. D'autres questions? Donc, j'ai une question pour vous. Donc, malheureusement, vous avez vu, maintenant, on a 2 clusters. Mais est-ce que nous avons réglé le problème de fat finger? Donc, si vous avez des idées de comment faire ça, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Oui, on copie 2-3 pétoctets, ouais. On n'a pas, mais si moi, je dis toujours, tant qu'on n'a pas utilisé des sauvegardes, ils n'existent pas. Donc, on n'a pas fait le test de dire, OK, on efface un cluster, on recoupe des sauvegardes, on voit si on peut maintenir notre SLA de pas plus que, voilà, de 72 heures maximum de downtime, mais pas au premier jour du mois. Voilà. Il faut tester ça. Est-ce qu'on a toutes les données? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Les procédures pour les recopier en place, pour redémarrer le serveur, le service, ce n'est pas testé.
Pour faire quoi? Non, non. On fait tout nous-mêmes avec des recettes chefs. Donc, on a beaucoup de recettes chefs de la communauté. On les a forquées, on partait en public. On a des recettes nous-mêmes. Donc, pour le monitoring aussi, on fait ça nous-mêmes. Pour le moment, on pompe beaucoup d'informations dans OpenTSDB qui me permettent de voir ce qui se passe, les nombres de JC, l'espace restant, le nombre de jobs, le nombre de QPS et les name nodes. Mais non, on utilise la version community de Cloudera, donc le reste on fait nous-mêmes. OK, merci beaucoup.